Présentation très généreuse et merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Je travaille principalement en philosophie grecque, à l'articulation entre philosophie et grammaire. J'ai travaillé pour commencer sur les grammairiens grecs dans l'Antiquité et l'émergence de la discipline grammaticale, avec une plus forte attention portée à l'émergence de l'analyse syntaxique, dont il a été question tout à l'heure. Celle-ci trouve sa provenance dans une certaine réflexion philosophique, amorcée chez Platon et Aristote, puis développée dans ce que les stoïciens ont appelé le lieu logique. La syntaxe occidentale, l'analyse syntaxique telle que nous l'avons apprise à l'école, est issue d'une certaine reconfiguration par les grammairiens grecs de la logique stoïcienne. J'ai travaillé en collaboration avec Jean Lalo, qui a traduit pour la première fois en français le traité de la construction d'Apollonius Tiscol, on aurait pu traduire aussi sur la syntaxe, qui est le premier traité de syntaxe occidentale. Avec lui, j'ai proposé une nouvelle traduction commentée des catégories d'Aristote, qui est un des traités fondamentaux de logique grecque. Je continue à travailler en collaboration en vue de la traduction du traité du pronom d'Apollonius Tiscol, qui n'a pas encore de traduction française. Je travaille également en philosophie grecque, à l'articulation cette fois entre philosophie et anthropologie, particulièrement en anthropologie religieuse, dans le lien entre la réflexion antique sur ce que nous appellerions psychisme et le polythéisme grec. J'ai ainsi travaillé sur l'intériorité comme problème dans les textes des philosophes grecs, notamment d'Homère au stoïcisme inclus, en m'arrêtant prudemment sur le seuil du néoplatonisme. Au moment précis, daté, où actuellement nous réfléchissons, nous disposons d'un certain arsenal, d'une certaine panoplie de concepts. Je remets en cause, pour les textes anciens que j'étudie, l'usage précipité de certains concepts qui sont devenus les pièces de cet arsenal, de cette panoplie. L'écueil consiste précisément dans le fait que, parce que nous en disposons déjà, nous nous autorisons à en faire usage, alors que nous nous bornons à n'en avoir la plupart du temps qu'un usage symbolique, au sens que Leibniz donne à cet adjectif, c'est-à-dire qu'au moment où nous en faisons usage, il en a été question tout à l'heure dans la salle, souvent, nous ne sommes pas en mesure de les définir. Nous en avons un usage passif ou inertiel. Si nous avons aujourd'hui tous ces concepts à notre disposition, ils ne sont pourtant ni apparus en même temps, ni apparus au sein des mêmes problématisations. Et mon travail vise à apprendre à nous défamiliariser. Pour user d'une formule, quand Freud parle de l'inquiétante étrangeté, je cherche pour ma part à nous déprendre d'une familiarité rassurante, mais fallacieuse. Je me sens dès lors proche du travail des ethnographes. La leçon de l'ethnographie, pour ce que j'en ai compris, a été d'apprendre à observer sans s'arrêter d'observer au moment où l'on croit reconnaître quelque chose, et à mettre précisément en doute cette impression de reconnaissance, si elle survient, et en tout cas à ne pas s'en satisfaire, à ne pas s'y arrêter. Je m'attache donc à dégager des configurations conceptuelles qui soient propres aux textes anciens que j'étudie, en évitant le plus possible de projeter d'emblée sur eux des concepts modernes. Je donnerai à cet égard quelques exemples. Homère décrit le dialogue d'un héros avec son thumos. Traduisons le cœur, non pas l'organe, mais l'ardeur, et plus précisément l'ardeur au combat. Que le héros parle avec son cœur est bien admis, sans qu'on cherche nécessairement à comprendre nettement ce que cela engage. Chacun a en tête les stances du Cid, et on sollicite peut-être informellement le modèle au moment de lire ces passages homériques. Ce qui complique la donne, c'est que l'Iliade donne à voir à 4 reprises une situation plus intrigante, non seulement un dialogue entre le héros et son thumos, cœur, mais une inversion dans leur position. Une interprète de ces passages, Bénédicte du Rosel, critique d'ailleurs la traduction de thumos par cœur, qui crée, dit-elle, une incohérence. On lit, en effet, successivement, il dit à son cœur, puis, qu'a besoin mon cœur de me dire ces choses?
Je la suis bien dans l'idée qu'il faut bien supposer que pour Homère, il n'y a pas d'incohérence à dire cela, à dire il dit à son thumos, pour aboutir ensuite au renversement, mais pourquoi mon thumos me dit-il ces choses? Je ne la suis pas en revanche lorsqu'elle conclut, il aurait mieux valu alors évincer le thumos encombrant et traduire. Il se dit à lui-même, mais qu'ai-je besoin de me dire ces choses? C'est que, sans être réduite à l'incohérence, l'inversion ne serait pas alors expliquée. Il paraît de mauvaise méthode de proposer de supprimer ce qu'on juge encombrant. C'est là l'un des points où la philosophie et la philologie doivent tirer, me semble-t-il, les leçons de l'ethnographie comme de la psychanalyse. Ma démarche consiste bien plutôt à prêter attention et à porter l'insistance sur ce qui est encombrant ou qui déroute notre attente. Il importe de ne rien dissoudre ou omettre de ce qui fait problème, bien au contraire d'y insister, de l'endurer, d'y séjourner, de suivre, comme en philologie, la leçon la plus difficile. Lectio difficilium. Donc plutôt que de faire disparaître le thumos encombrant sous le fait de parler avec soi, mieux vaut réveiller l'étonnement de ce que nous pouvons appeler parler avec soi, au point d'oublier qu'il y va de tensions et que ces tensions peuvent bien être révélatrices de rapports de force entre différentes instances, tensions psychiques que l'usage systématique des concepts modernes de moi ou de soi recouvre et occulte. Il importe, je crois plus largement, de se méfier des expressions réflexives, comme les anciens d'ailleurs l'ont fait. Platon, par exemple, a à plusieurs reprises analysé et réexprimé l'expression maîtrise de soi. Les expressions réflexives, en effet, occultent des données psychiques hétérogènes sous l'apparence d'une unité qui est foncièrement grammaticale. J'ai coutume de dire que le soi ne va pas de soi. De même, et il en a été question aussi tout à l'heure, il faut se méfier des recours un peu rapides à la métaphore ou à l'allégorie. L'allégorie a bon dos, comme l'écrit un grand spécialiste d'Empédocle, Jean-Claude Picot. Nous devons nous méfier de la tendance à reléguer comme métaphore ce dont la mention perturbe nos grilles de lecture, nous semble conceptuellement ridicule ou inintéressant. Nous nous exprimons dans une certaine matrice conceptuelle, il faut être le plus possible prêt à la suspendre pour comprendre la logique ou essayer de comprendre la logique de ceux qui en utilisent une autre. Ici encore, l'anthropologie, plus particulièrement l'ethnographie, vient à la rescousse de la philosophie par la manière dont elle ne juge pas, dont elle ne trie pas, dont elle cherche à laisser se dégager une intelligibilité qu'elle ne présuppose pas, mais qu'elle s'attache à détecter. Il m'importe en particulier de prendre en compte dans les textes philosophiques grecs ce que les philosophes considèrent le plus souvent comme un résidu anthropologique. Ne pas négliger les données anthropologiques permet au contraire d'approfondir l'analyse philosophique. Je donnerai l'exemple du daimon grec, qu'on traduit démon, mais qui n'a rien de diabolique. Nous sommes guidés dans la vie que nous menons par un daimon, qui est le daimon de cette vie, et qui est une entité divine. Il se trouve qu'un certain passage du Timée de Platon envisage l'intellect comme daimon. Or, certains traducteurs lisent une modalisation, où figure en fait une caractérisation dans le texte grec. Une telle traduction est alors le symptôme d'une réserve qu'ils expriment à l'égard de ce que dit le texte, qui parle de l'intellect en tant que daimon, et que ces traducteurs réduisent en disant que l'intellect est comme daimon. Je manifesterai à cet égard un certain désaccord avec la manière dont Michael Mabeck justifie l'usage par Marshall Salins du concept de métapersonne. Il écrit dans un article récent: le concept de métapersonne est utile, en particulier dans la mesure où il évite le bagage sémantique associé à des mots tels que Dieu, esprit, démon, etc. Il me semble que souvent la différence entre Dieu et daimon, en tout cas dans les textes que je travaille, n'est pas négligeable. Et il me semble qu'il importe au contraire de ne pas éviter ce bagage sémantique, de ne pas s'épargner de réfléchir à ce qui peut apparaître comme un point de détail
et qui peut en fait porter l'articulation d'une configuration conceptuelle non familière. Et je pense à la manière dont Jean-Louis Durand, helléniste et anthropologue africaniste, vantait la captation cinématographique des rituels, lorsqu'elle était possible, parce qu'elle permettait de capter le plus de détails possible sans en rester à un seul point de vue. Mon travail est essentiellement un travail sur les textes, dans leur langue originale, un travail lent et méticuleux qui implique une prise en compte du détail et une très grande prudence par rapport à la synthèse. Le travail permanent sur la traduction, qui est l'auxiliaire de l'interprétation, doit être accompagné d'une autre prudence, celle de veiller à ne pas conceptualiser à partir d'effets de traduction. J'ai souligné, pour donner un exemple, le fait qu'on traduisait souvent l'expression grecque o praton, littéralement l'agissant, par le sujet agissant, alors qu'il n'y a en grec qu'un article, o, et un participe présent, praton. Il faut bien traduire. Et sujet, individu ou personne apparaissent alors comme des substantifs d'appui pour des adjectifs substantivés qui, en grec, se suffisent. Or, curieusement, dans les discussions, ces substantifs d'appui en viennent souvent à assumer la charge conceptuelle. Il faut veiller à éviter de conceptualiser et de raisonner à partir d'effets de traduction. Problématiser et traduire n'ont pas les mêmes exigences. Il faut problématiser à partir du texte original pour se donner les moyens de déraciner les projections conceptuelles au plus près de leur ancrage. Dernier exemple, Jean-Pierre Vernant a pu souligner l'idée que l'individu grec est spontanément cosmique. Mais comprendre cette inscription cosmique ne se réduit pas à situer ce vivant humain dans le monde, mais exige de mettre en évidence qu'une telle inscription dans le monde engage des déterminations dans la pensée, dans la manière de penser ce vivant humain lui-même, et à vrai dire aussi dans la manière de penser la pensée elle-même. Plus généralement, il importe de ne pas s'arrêter à une évidence supposée, qui est toujours en fait une sorte de position anthropologique qu'on s'imagine être en droit de considérer comme ultime. Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'à ce moment, cette dernière étape, au cours de laquelle on va échanger sur quels sont les horizons pour la science. Et j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde. Oui, donc on va confronter les points de vue de différentes personnes. Donc Anne-Laure Delatte, qui est économiste au CNRS, Anna Lombert, philosophe à l'Université de Paris, et enfin Dan Pisker, qui est lui donc médecin l'Université de Strasbourg et profitant encore de l'intervention introductive de Madame Ildefonse. Donc le propos sur lequel on va essayer de se porter est un propos qui se veut inclusif et donc par ma fonction de chimiste quanticien, comme certains viennent de le rappeler, euh, on est dans une discussion qui n'est pas autour du ou, mais qui est davantage autour du et. Et ça a été effectivement évoqué par chat et vivant et mort. Donc le monde dans lequel on évolue, et particulièrement dans ma discipline, un monde, effectivement, on est amené à échanger sur des questions qui sont d'interdisciplinarité, interdisciplinarité, de transversalité, donc tout à fait à l'aune de ce qui est un petit peu le propos, et en tout cas ce dont on voudrait débattre. Donc après ce petit propos liminaire sur les questions qui vont nous préoccuper là, dans l'heure qui vient, nous avons essayé de faire émerger trois questions. Trois questions autour de ces horizons. Alors évidemment, quand on parle d'horizon, il faut définir un périmètre, une limite, donc la notion de frontière. La question d'émergence est essentielle et je crois qu'elle se fait très souvent à travers des domaines où une porosité existe. On connaît bien les frontières territoriales, on connaît la frontière du vivant. Un dermatologue à ma droite, donc la peau est une frontière qui est évidemment essentielle. Et cette porosité qui permet d'amener donc encore une fois un caractère inclusif aux échanges qui nourrissent les sciences en général. Donc les trois questions dont j'aimerais débattions ensemble, entourés de personnes au profil très variés, sont pour la première la place du scientifique et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui.
finalement dans le monde moderne, quelque peu attaqué de toutes parts, aussi bien par la sphère politique que par d'autres courants de pensée révisionnistes sur les questions du savoir et de la véracité que la science se doit de porter. Je crois il est urgent évidemment de s'interroger sur cette place du scientifique et en particulier de la place de l'expertise et de savoir un petit peu, et on a la chance là autour de la table d'avoir des experts chacun dans leur discipline, mais aussi à travers ces disciplines. La deuxième question que j'aimerais qu'on aborde, c'est la question incontournable aujourd'hui, je crois aujourd'hui, de la suprématie, de l'omniprésence de l'intelligence artificielle. On a la chance en particulier d'avoir Anna Lambert, qui est une spécialiste sur cette question-là, donc qui pourra débattre et puis à travers la présence d'un médecin, lequel l'intelligence artificielle a pris une importance toute particulière, et une économie, je pense, pour qui ces questions-là, ou en tout cas cet outil très présent dans nos disciplines, est devenu un petit peu incontournable. Et dernier point que j'aimerais aborder avec finalement vous tous, bien évidemment, c'est la question de l'incertitude sur l'avenir des sciences de manière très générale. Donc, question qui est très présente, à savoir que il me semble que les sciences n'ont jamais été plus fortes que quand elles ont été en capacité finalement de prévoir. Je crois d'ajouter une dimension temporelle à la question scientifique est devenue très essentielle et a démontré la puissance prédictive des sciences et les a rendues en quelque sorte absolument indiscutables dans, dans le monde courant. Voilà. Donc, ce sont les trois points que j'aimerais qu'on aborde avec table ronde qui pourra s'orchestrer comme elle le souhaite. Et donc, le premier point, c'est quelle est aujourd'hui la place qui reste aux scientifiques dans la société moderne. Je passe la parole à celui qui souhaiterait intervenir immédiatement. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que comment dire, j'ai pu ressentir, j'ai pu avoir un sentiment un peu similaire entre, disons, d'une part, parfois des débats philosophiques qui vont être très, très universitaires, très académiques, mais enfermés en même temps dans l'institution de l'université avec parfois une sorte de perte de sens on est tellement précis et tellement attaché à voilà à des détails que parfois c'est difficile de voir comment ces débats peuvent avoir une importance dans la société contemporaine. Et en fait, il y a vraiment une intelligence qui consiste à réussir à faire le lien entre la précision, en l'occurrence de la discipline philosophique, et l'analyse précise et rigoureuse des textes, et les enjeux du monde contemporain. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très, de très important. Et puis en même temps, de l'autre côté, dans les médias grand public, justement, à entendre un peu, enfin beaucoup de gens qui vont se déclarer ou s'auto-déclarer philosophes, ou qui vont inventer des concepts. On entend beaucoup ça aujourd'hui. Tout le monde invente des nouveaux concepts sans jamais se référer en fait toute l'histoire de la philosophie qui a précédé. Donc c'est un petit peu malheureusement c'est compliqué d'inventer un concept. Ça vient pas comme ça tombe pas du ciel. Et puis surtout il y a de fortes chances pour que ces nouveaux concepts soient en fait des répétitions ou des trahisons de théories qui ont déjà été exprimées avant. Donc je crois qu'il y a aussi ce grand écart dans le champ de la philosophie, c'est ce que je voulais dire. Après, sur la question plus précise des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, qui est une question sur laquelle je travaille un peu plus précisément. En fait, là, moi, je suis confrontée effectivement à une difficulté qui est celle de la place de l'expert dans le débat public, parce que bien souvent, quand il s'agit de parler d'intelligence artificielle, on va chercher les experts de l'intelligence artificielle. Mais les experts de l'intelligence artificielle, bien souvent, ce sont évidemment des scientifiques, parfois des grands mathématiciens qui ont travaillé en tout cas plutôt dans le champ des mathématiques appliquées d'ailleurs, mais qui sont aussi parfois partie prenante de certaines entreprises, de certaines entreprises d'IA qui diffusent des services numériques ou des solutions numériques diverses et variées, et donc qui ont un intérêt économique aussi, évidemment, je veux dire, à débattre sur ces sujets. Et bien souvent, il n'est pas évident pour des médias, même des médias très sérieux, de souligner qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts, en fait, tout simplement. Et que quand on demande l'avis d'un grand expert de l'IA sur le fait de savoir si l'intelligence artificielle à venir va être consciente d'elle-même, par exemple, ça paraît être un débat tout à fait métaphysique, mais on va demander en réalité à un mathématicien de nous répondre. Bon, déjà, on pourrait
se dire que le mathématicien n'a peut-être pas, enfin, je veux dire, il a aussi brillant soit-il en tant que mathématicien. Peut-être que la question de la conscience, je veux dire qu'il y a une énorme question et qui en plus, voilà, pourquoi pas l'inconscient après tout, pourquoi la conscience, comme on disait tout à l'heure, pourquoi le sujet, la personne, la conscience, etc. Enfin, tout ça ce sont d'énormes problèmes philosophiques et il n'est pas certain que ce soit à des mathématiciens ou à des experts dans le champ de l'intelligence artificielle de les résoudre, en fait, ces questions. Et pourtant, c'est des personnes à qui on va donner très facilement la parole et qui vont parfois jouir d'une certaine autorité parce que eux savent comment, soi-disant, les technologies fonctionnent. Donc, et là, on est face à des doubles discours où d'un côté, quand il s'agit de nous dire si la machine est consciente ou non, ils savent comment les technologies fonctionnent, donc ils vont nous l'expliquer. En revanche, quand il s'agit de réguler les usages de ces technologies, on peut pas réguler parce que même nous, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc en fait, si vous voulez, voilà, à mon avis, il y a vraiment un problème ici sur la place que nous donnons aussi à ces experts dans le débat, on va dire philosophique et politique autour de ces technologies. Et je crois que ça nous renvoie plus fondamentalement à la place de la science, effectivement, dans les sociétés contemporaines, puisque on a des disciplines scientifiques qui sont aussi des champs de recherche technoscientifiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement, ce sont pas seulement des personnes qui réfléchissent à des grandes questions fondamentales, mais ce sont aussi des personnes qui vont être attachées, comme je disais tout à l'heure, à telle ou telle entreprise, qui vont produire des services et ces services-là vont avoir des effets psychiques, sociaux, politiques, etc. Et donc, si vous voulez, on est dans le champ de la technoscience, c'est-à-dire pas seulement la description d'une réalité, mais la production d'une réalité. Et tout ça peut poser plein de problèmes tout à fait nouveaux. Donc voilà, j'ai l'impression que les frontières, en fait, entre science, industrie et politique et économie sont parfois un petit peu brouillées dans le monde contemporain. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais passer la parole à un médecin. Est-ce que le dermatologue est-il égratigné aussi par la presse et la politique, autant que le philosophe pourrait l'être? Merci et merci de m'avoir invité. Donc, si j'ai bien retenu la question et la place du scientifique, que je crois qu'on peut d'ailleurs étendre la place du savant de façon générale. Donc, je dirais la place du savant de façon générale dans notre société. Je crois qu'elle a pris un coup. Indiscutablement, si je regarde dans mon quotidien, euh, j'ai des internes, ils sont dans le service des gens avec 20, 30, 35 ans d'expérience. Mais quand ils ont une question, ils vont d'abord aller dans un forum où il n'y a que des internes comme eux avec 1 ou 2 ans d'expérience. Et c'est seulement quand ils ne trouvent pas qu'ils vont finir par s'adresser à ceux qui savent. Je me souviens de ma fille aînée quand elle voulait vérifier l'orthographe d'un mot. Elle avait un dictionnaire, mais elle tapait sur Google les 2 orthographes qui lui paraissaient les plus plausibles, et là où il y avait plus de réponses, elle décrétait que c'était ça la bonne orthographe, alors qu'il y avait le juge de paix à côté qui était le dictionnaire. Et je crois que ça, c'est un phénomène très général dans notre société, ce que les Américains appellent le crowdsourcing, c'est que la masse a raison, et plus le savant. C'est-à-dire, c'est tellement devenu simple avec les nouvelles technologies d'avoir l'opinion de tous que finalement, l'opinion de l'individu qui a raison compte peu. Et la science elle-même a commencé à creuser sa propre tombe en faisant de plus en plus de réunions multidisciplinaires où on réunit beaucoup de gens, on réunit des masses critiques de personnes pour prendre des décisions plutôt que de s'adresser à la personne qui sait vraiment. Mais il faut dire qu'il est vrai qu'on n'a pas de très bons exemples quand on regarde les gens qui nous dirigent. On n'a pas l'impression que l'élite, les savants se dirigent aujourd'hui vers la politique. On a l'impression que la communication au sens large a largement pris le pas sur la science. Si vous cherchez un expert, vous allez regarder sur Internet, vous allez trouver celui qui a la meilleure stratégie de communication, mais pas celui qui a les meilleures connaissances. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pourquoi pourrait-on mettre en doute finalement le vrai savant? Quand on regarde historiquement, c'est parce qu'il se trompe.
l'erreur. Alors ça donne, non, historiquement, ça a donné lieu au débat contradictoire, mais entre sur gens qui savaient. Ça peut être le déni, mais le déni, aujourd'hui, ben, il est devenu très simple, parce que, là encore, avec les technologies de masse, on peut vite dénigrer ceux qui savent vraiment. On peut vite dire que les vaccins, c'est mauvais, ça sert à rien. Et on va avoir des milliers, si ce n'est des millions de gens qui vont suivre le mouvement. Donc pour moi, la place du savant, elle est devenue plus périlleuse, tout simplement parce qu'on va déjà avoir beaucoup de mal à l'identifier. Parce qu'on va trouver le communicant, mais plus le savant. Merci beaucoup pour cette intervention. Avant de passer peut-être à la deuxième question, est-ce que Madame Ildefonse, vous avez un commentaire suite à ces réactions par rapport à vos pratiques? Je sais pas si ça va être par rapport à mes pratiques, franchement, mais quand la question posée, c'est la place du scientifique dans la société moderne et qu'on demande ce qu'il en reste, moi, je suis triste. C'est-à-dire que, voilà, on part de désir de science, et puis maintenant, on dit qu'est-ce qu'il en reste. Donc moi, je voudrais plutôt aller dans le sens du désir. Et moi, je voudrais aller aussi dans le sens de la fierté. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose comme une fierté de la science qui doit être vraiment assumée, qui doit être fêtée, une pride. Il y a quelque chose, vraiment, que moi, je souhaite. Voilà. Et pas du tout seulement pour mes disciplines. Parce que je trouve que la science est absolument fascinante. Et que, voilà, on parle d'horizon pour la science, mais il n'y a pas grand-chose qui donne des horizons. Et la science peut en donner. Alors moi, je suis redevable à la science pour ce qu'elle ouvre comme horizon. Donc voilà, ça, j'ai envie de dire ça. Après, je trouve qu'on est dans une situation de paradoxe, au sens où on est, il me semble actuellement, d'immenses consommateurs, des polyconsommateurs d'objets scientifiques, dont on sait décidément presque rien de la manière dont ils sont conçus, de la manière dont ils ont été inventés, de la manière dont ils fonctionnent, et dont nous sommes terriblement dépendants de ces objets scientifiques. Et apparemment, nous en sommes des consommateurs. La plupart de nous en sommes des consommateurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas tellement de curiosité à leur égard. Et là aussi, je trouve qu'il faudrait réveiller une curiosité et que c'est essentiel et que ça a à voir avec l'horizon que la science peut nous donner. Donc, je ne sais pas comment on fait pour réveiller cette curiosité. Et en tout cas, pour parler de l'intelligence artificielle, moi, j'ai très peu de rapport avec l'intelligence artificielle et je ne mesure pas depuis combien de temps elle est là. Et visiblement, elle est là depuis longtemps. Ce que je vois, c'est que dans mes matières, ça devient une espèce de tic. C'est-à-dire, je ne parle pas seulement des traducteurs d'intelligence artificielle qui, par ailleurs, sont bien utilisés par mes collègues et par moi-même. En fait, avec précaution, tout de même. Mais simplement, j'ai l'impression que c'est une sorte de tic du style, ah, mais si on allait voir ce que l'intelligence artificielle allait faire de ça sur ce sujet, et ça, évidemment, je trouve qu'à propos de consommation passive d'objets scientifiques, là, c'est terrible parce que ça veut dire que ça va aller dans le sens d'une passivité, ça va aller dans le sens d'une délégation, et que, bon, bah, finalement, je ne trouve pas que ce soit vraiment autre chose que terriblement flippant. Merci beaucoup pour ces propos, un peu inquiétants évidemment, mais que je partage. Donc, dans finalement quels horizons pour la science et comment les sciences peuvent peut-être s'interroger sur leur pratique, et leur rôle dans la société. Donc, je crois que c'est très bien de l'avoir remis au cœur du débat. Si on passe, et la transition est heureuse évidemment, à l'intelligence artificielle, donc un certain nombre de questions qui apparaissent évidemment, vous l'avez mentionné rapidement, la question de l'extériorisation d'un savoir-faire, d'un savoir-dire, d'un savoir-produit, d'un diagnostic médical, d'une prédiction éventuellement en économie. Toutes ces questions qui nous agitent, de savoir un petit peu quel est le regard de personnes dans leur pratique et aussi sur, sur ce qui peut éventuellement faire que l'utilisation de cette intelligence artificielle est un tout petit peu abusive aujourd'hui. Je propose de passer la parole à Anna Lombert, si elle veut bien poursuivre. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer d'enchaîner là-dessus. Effectivement, l'un des problèmes qui se pose avec les services d'intelligence artificielle générative, alors moi, j'appelle pas ça des objets scientifiques au sens où enfin, c'est tout à fait juste
qu'il y a des sciences qui sont nécessaires pour développer ce type de choses, mais en fait, ce sont avant tout des produits. Je veux dire, ce sont des entreprises privées et c'est un marché d'une certaine manière. Ah, oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce que du coup, c'est vrai que l'un des enjeux, c'est quand même celui que vous avez posé par rapport à ces produits, c'est-à-dire le fait de les utiliser sans les comprendre. Je pense que ça, c'est quand même un des enjeux, c'est-à-dire le fait qu'on va très vite se retrouver dans une forme de consommation passive du service parce que on ne comprend pas finalement comment ça fonctionne et parce qu'on n'a pas forcément la culture technique nécessaire pour appréhender ces technologies. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur un philosophe contemporain qui s'appelle Gilbert Simondon, qui écrivait, disons, dans les années, à partir des années 60, et qui, lui, parlait justement de cette question de la culture technique. Il disait, en fait, historiquement, la culture et la technique, alors bien sûr, historiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut préciser, et d'ailleurs, il précise, mais je fais un grand raccourci pour dire qu'il y a une frontière, en fait, entre la culture et la technique. Et la thèse de Simondon, c'est que traditionnellement, les objets techniques sont exclus de la culture, en fait, et du champ de la culture, de ce qu'il appelle le domaine des valeurs et des significations, voilà, qui ne considèrent pas les objets techniques parce que les objets techniques sont considérés selon deux schémas opposés, selon lui, ou bien comme sous le schème du moyen, donc du moyen utile, c'est-à-dire un objet neutre que vous pouvez utiliser de telle ou telle manière, mais en fait, il est neutre, il n'est pas intéressant en tant que tel. Donc, peu importe que vous le compreniez ou pas, vous l'utilisez. Ou bien sous le schème du robot. Et donc, le robot, c'est une forme d'anthropomorphisation de la machine. C'est l'idée que la machine, en fait, aurait des intentions, des émotions, et finalement pourrait, voilà, constituer une menace pour les humains, etc. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui la manière dont on nous parle dans les discours médiatiques de l'intelligence artificielle, bah, ou bien c'est un outil on comprend pas du tout comment ça fonctionne. On l'utilise pour obtenir un résultat. Bon, bah voilà, moi j'ai besoin d'écrire un poème, moi j'ai besoin d'écrire une recette de cuisine, j'ai besoin d'écrire une lettre, un mail, etc. Je l'utilise, je lui demande ce que je veux et je l'utilise. Ou bien on a toute une mythologie sur bah voilà la super intelligence qui va développer une conscience d'elle-même, qui aura des intentions, qui sera autonome, etc. Donc si vous voulez, on est vraiment cette double position contradictoire en fait de soit de la considération de l'objet technique comme un simple moyen neutre, soit l'anthropomorphisation de la machine sous le schème du robot. Et dans les deux cas, bah, en fait, on ne comprend pas. C'est ce que dit Simondon. En fait, dans les deux cas, la technique n'est pas intelligible. C'est-à-dire on ne comprend pas quels sont les schèmes techniques de fonctionnement qui sont derrière ces dispositifs. Et ça, je pense que sur ces deux rapports-là à la technologie qui malheureusement, à mon avis, domine, sont très dangereux. Et notamment, ce qui se passe aujourd'hui, je crois, avec l'intelligence artificielle, c'est que enfin avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, parce que le terme lui-même est extrêmement problématique, mais disons avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, c'est effectivement la délégation de certaines capacités. Et donc, moi, je m'appuie beaucoup sur la lecture que fait Jacques Derrida d'un texte de Platon, dans lequel Platon parle de l'écriture, en disant finalement, la technique de l'écriture permet d'extérioriser notre mémoire dans des supports papier. Bon, enfin papier, ça dépend, mais en tout cas, voilà, dans le cahier, par exemple, et cette extériorisation de la mémoire est ambivalente parce qu'à la fois, elle augmente ma mémoire, je peux retenir beaucoup plus de choses, et en même temps, bah, j'ai plus besoin de mobiliser moi-même ma mémoire, d'exercer ma mémoire. Donc finalement, je délègue ma mémoire à la technique et donc je perds la mémoire en fait. Et donc c'est cette fameuse notion de pharmacone, à la fois le remède et le poison, là encore qui pose des problèmes de traduction, parce que bah, la technique et ces deux choses à la fois elle semble toujours m'augmenter, mais en même temps, je délègue un certain nombre de capacités. Et quand vous regardez aujourd'hui une récente étude du MIT qui a été prépubliée il y a quelques mois, c'est très intéressant parce que, et donc Derrida, pardon, je précise, Derrida propose comme traduction le terme de drogue. Disant, finalement, la traduction peut être la plus appropriée, puisqu'on ne peut pas traduire par remède ni par poison, puisque c'est les deux à la fois et que c'est cette ambivalence qui est intéressante, c'est finalement cette notion de drogue, parce qu'en fait, je suis dépendant de cette technique. Et ça, c'est le pas que fait Derrida par rapport à Platon en disant, finalement, il n'y a pas de mémoire vivante sans ce support de mémoire technique. Donc, je suis dépendant de cette technique qui, à la fois, m'augmente et me diminue. Et c'est tout le paradoxe. Et c'est pour ça que quand on nous parle aujourd'hui d'humain augmenté, bah, il faudrait dire, oui, d'accord, augmenté, mais dès qu'on augmente, on se diminue aussi. Et donc, tout ça pour dire que cette étude du MIT qui interrogeait justement les effets
de ces services d'intelligence artificielle générative sur les cerveaux, parce que ce sont des neuroscientifiques qui ont publié cette étude, montraient que, eh bien, et justement, il y a certaines zones du cerveau qui n'étaient pas activées ou mobilisées lorsqu'on utilise ces services-là, notamment les zones qui sont attachées, disons, à la compréhension du sens et à la production du sens, et que d'autre part, quand les individus étaient dépossédés de leur prothèse, d'une certaine manière, eh bien, ils avaient beaucoup de mal à écrire par eux-mêmes, à rédiger par eux-mêmes, c'est-à-dire à retrouver, à remobiliser les facultés que finalement ils avaient abandonnées en s'habituant à utiliser ces services-là. Et comme l'écriture est encore dans beaucoup de disciplines scientifiques quand même quelque chose de fondamental, je pense que la généralisation massive de ces dispositifs sans réflexion, sans culture technique et sans dispositif de régulation risque de conduire à une délégation très rapide de ces capacités ces capacités d'écrire, de rédiger, de synthétiser, de résumer, qui sont inhérentes en fait à l'activité de recherche dans de nombreuses disciplines. Donc c'est un des dangers que je vois pour ma part. Merci pour cette intervention. J'imagine que le médecin, et en particulier sur la question de l'analyse d'images, est tout préoccupé par la question de l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle, la confiance qu'on peut en avoir, et je sais votre scepticisme. Pas du tout. Là, je fais de la réelle politique, c'est une réalité incontournable. Je n'utilise plus de silex pour allumer du feu, et j'admets que je le regretterais si un jour j'échoue sur une île déserte, ce que vous disiez avant. Je regretterais de ne plus pouvoir utiliser le silex. Il y a 60 ans, quand la CEC est apparue pour faire les chirurgies à cœur ouvert, on y envoyait les malades sur la base d'une auscultation. Donc de temps en temps, on voyait qu'ils n'avaient rien une fois que le sternum est défendu. Aujourd'hui, on a l'échographie, on a l'IRM, etc. Les progrès sont indiscutables et l'IA, c'est pareil. C'est une réalité, je l'attends avec impatience. Là, c'est le scientifique qui parle. Évidemment, elle doit être évaluée. On doit montrer qu'elle est beaucoup plus performante qu'un humain, ou au moins aussi performante qu'un humain. Moi, les questions, je les vois tout autres. Moi, les questions, je les vois comment j'éduque mon enfant aujourd'hui, alors qu'il y a une IA. Qu'est-ce que je dois encore lui apprendre? C'est des questions absolument qui me paraissent infiniment plus importantes. Comment est-ce que je dois aujourd'hui enseigner la médecine à mes internes, sachant qu'ils peuvent sortir leur smartphone et leur poser n'importe quelle question, qu'ils vont avoir une réponse absolument immédiate avec toutes les références qu'il faut? Quelle est ma place d'enseignant dans ce monde-là? Comment est-ce que je peux intégrer ça? Mais remettre en cause l'IA, je ne remets pas en cause l'Internet, je ne remets pas en cause le briquet. La question, c'est moins une remise en question que Non, non, finalement mais je veux dire, l'utilisation intelligente de l'intelligence artificielle. eh ben, c'est sa place. C'est pas à quoi elle va être utilisée, parce qu'elle va être utilisée dans tout et elle fera mieux que nous. Ça, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Mais comment cohabiter avec un instrument? Parce qu'il y a des choses où elle se substituera pas, elle. En fait, c'est ça les vraies questions. C'est comment est-ce que dans ma pratique médicale, je peux déterminer exactement ce qui va et ce qui dans 5 et dans 10 ans relèvera encore de l'humain et ce qui ne relèvera pas de l'IA. Et comment est-ce que je peux apprendre aux jeunes médecins à utiliser avec intelligence l'IA, en sachant que l'IA, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 ans et elle est déjà omniprésente en pratique. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle pourra faire demain ou après-demain. Excusez-moi d'avoir projeté sur vous mon Non, non, scepticisme non, de non, 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 l'intelligence non, non, artificielle. non, non, mais je voulais dire, Je ne je fais que crois la nourrir en cochant les cases où on me demande où se trouve une bicyclette pour vérifier que je ne suis pas un robot. Donc, Oui, c'est ma seule utilisation. j'entends bien. Non, ma principale préoccupation, ce sont les enfants, on va dire. Madame Ildefonse, vous voulez apporter un commentaire éventuellement? Non, c'est l'accablement, j'ai l'impression. Donc, on va se, on va se donner une place un petit peu plus respirante sur le troisième point, si vous voulez bien. Donc, l'incertitude que j'ai qualifiée de pesante sur l'avenir, mais je crois que les sciences, et dans les horizons qu'elles ont définis, se trouvent très attachées à ce que je vous ai mentionné, la question de la temporalité. Donc, effectivement, d'être en capacité de démontrer. Un diagnostic, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est effectivement aller au-devant de difficultés. Je crois que l'économie est aussi plongée dans ces questions-là. Donc, quel est votre regard sur justement ce qu'est aujourd'hui l'avenir
des sciences ou de la science de manière très générale. Non, mais c'était juste pour dire que avoir une vision de la technologie qui interroge ces enjeux politiques et ces enjeux écologiques ne signifie pas nécessairement la thèse qui consiste à dire qu'il faut revenir au silex. Vous voyez? Parce que ça, c'est un argument qui est beaucoup utilisé pour dépolitiser la question de la technologie. En réalité, l'intelligence artificielle, ça ne veut rien dire. L'intelligence artificielle, pourquoi pas? Mais la question, c'est pourquoi faire et surtout laquelle? Hein, voilà. Donc aujourd'hui, vous disiez qu'OpenAI est effectivement a des contrats avec le gouvernement américain. Le gouvernement américain qui a interdit, me semble-t-il, à certaines universités certains mots. La technologie, qui est une machine à écrire, une machine à générer du langage, bientôt peut-être ne générera plus n'importe quel langage et n'importe quel mot. Et peut-être que quand on parle de liberté académique, on a aussi le droit de s'interroger sur ces questions sans pour autant prôner la thèse selon laquelle il faudrait revenir au silex, thèse absurde que personne ne défend. Le débat est extra chaud. Voilà, on va remettre des papillons. En fait, peut-être la question, tout le monde a raison et tout le monde a tort. On avance en réfléchissant et on se fait tous peur nous-mêmes. Alors moi aussi, je fais du code et le code pourrait aller plus vite par l'IA. Mais en fait, peut-être détournons la question en disant, plutôt que de se dire qu'est-ce que peut faire l'IA, et donc je vais l'oublier. Plutôt, est-ce que je pourrais pas dire qu'est-ce que moi j'aimerais bien faire? Et parce que j'ai le droit, en fait, parce que bon, bah moi je code, mais moi j'aime bien prendre du temps pour ça. Est-ce qu'on est obligé de se dire je dois aller toujours plus vite? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir fini ce qu'on faisait en une semaine, de le faire en 2 heures? Alors, on pourrait se demander, tiens, les 4 jours que j'ai là, j'en fais quoi? Je vais gratter Google, ou je vais aller au cinéma, ou je vais essayer de comprendre des trucs de grec ancien. Ça, vraiment formidable, quoi. Moi, je fais jamais ça. Je sais pas, j'ai l'impression de m'enrichir plus à essayer de comprendre des trucs de grec ancien que d'aller plus vite à. Donc voilà, le temps, gagner du temps, est-ce que ça, c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que de faire passer l'IA pour ce qu'elle pourrait faire, mais moi je préfère passer moi pour ce que je pourrais faire, puisque c'est encore moi le décideur. Voilà. Il y a aussi eu des réflexions un petit peu dans cette tradition, par exemple par André Gortz ou Bernard Stiegler, sur les questions des revenus universels, des revenus contributifs, etc. Mais c'est vrai que ça devient des questions politiques, en fait. Ça devient des questions de choix de société. Et c'est pas ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais cette question du gain de temps, de la libération du temps par l'automatisation, c'est une vraie question. Je pense qu'il faut pas l'abandonner. Peut-être que la problématique, elle est l'implication, et Monsieur Lipsker l'a dit, ou l'impact que ça a sur les enfants et sur les générations futures. Parce que finalement, l'arrivée d'Internet, elle a peut-être pas empêché qu'on passe du temps à lire des livres, qu'on produise des livres, qu'on continue à faire confiance à la production de l'élève puis de l'étudiant. Et maintenant, au collège, on va avoir des enfants qui vont produire des choses en utilisant ChatGPT. Donc, cette journée, elle met en évidence l'absolue nécessité de continuer à évoquer l'importance de la construction du savoir, du savoir-faire, de l'élaboration de la connaissance, et de faire comprendre ça aux plus jeunes. Et moi, je crains énormément une très forte dichotomie sociale, sociétale, avec une part de la population qui saura continuer à faire comprendre à ses enfants qu'il ne faut pas se doper au savoir de l'autre ou à la technologie, mais qu'il faut continuer à être autonome, et une autre partie de la population qui finalement n'aura pas les moyens de faire ça, ou se positionnera dans la compétition en essayant de compenser par la technologie qui est maintenant accessible à tous. Donc ça, c'est une véritable inquiétude. Ça a émergé dans la journée, mais je trouve que l'avenir de la nation, elle passe véritablement par les choix politiques que l'on fait pour sa jeunesse et sa plus petite enfance, finalement. Oui. Je vais essayer de poser une question, de faire une proposition difficile, parce que tout ce qu'on entend aujourd'hui est très profondément déprimant. Très profondément déprimant. Je ne vois que de la bière en grande quantité pour retrouver le sourire. Mais, parce que quel horizon pour la science, on n'en voit pas. Je voudrais risquer quelque chose, essayer de risquer quelque chose, et peut-être qu'Anna Lambert, qui a bossé sur Bernard Stiegler, pourrait dire quelque chose à ce sujet. J'imagine que
Euh, S'il n'y a plus d'horizon pour la science, si elle est dévalorisée, si c'est de sa faute, c'est de la faute de personne d'autre, me semble-t-il. Je risque quelque chose. Pourquoi? Elle a lâché depuis longtemps la réflexion sur les conséquences de ce qu'elle fait. Là me semble être un souci énorme. Euh, pour retrouver la place que le savoir objectif mérite, il faudrait que ce savoir ne se coupe pas des conséquences des multiples applications qu'il met sur la table. Là est le sujet, me semble-t-il, complètement fondamental. Je vous ai dit ce matin, je viens de l'industrie. Quand on intervient dans une entreprise qui fait 100, 150 000 salariés, il y a 100, 200, 400 disciplines scientifiques qui bossent sans se poser de questions pour fabriquer des bombes, pour fabriquer des lasers, pour fabriquer toutes sortes de produits dont personne ne maîtrise quoi que ce soit. Et il n'y a strictement rien, sauf un pauvre petit principe de précaution qui ne sert strictement à rien, pour endiguer les conséquences de ce que vous, scientifiques, vous mettez sur la table. Là est me semble-t-il, un problème énorme qui ne se posait pas trop quand on était dans l'Holocène, parce qu'on pouvait bien se dire qu'il y avait des accidents, mais que l'un dans l'autre, la voie du progrès allait nous faire grimper au ciel. Mais maintenant, il est clair et net que nous n'irons pas au ciel comme ça. Et du coup, cette question du perspectivisme des conséquences doit être travaillée, doit être mise sur la table. Il me semble que c'est Nietzsche, je ne sais plus s'il employait ce terme ou l'idée qui était à l'origine de ça. Et il y a là quelque chose qui peut redonner confiance dans la science si on arrive à mettre en place un perspectivisme des conséquences de tous les objets qu'on est en train de mettre dans les mains de 8 milliards d'individus sans réfléchir. Oui, si je peux réagir, ça existe depuis quand même un moment, je crois. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un moment décisif qui est le contrôle ou contrôle de l'atome. Donc avec la célèbre remarque d'Albert Einstein qui s'interroge sur finalement, mais mon Dieu, qu'ai-je fait? En leur expliquant qu'il y avait énormément d'énergie dans si peu. Donc cette question-là, elle est là. Évidemment, il y a une éthique dans le travail. Ces questions sont présentes. Je partage votre point de vue sur le fait qu'effectivement, elle est peut-être un petit peu rejetée ou moins prégnante aujourd'hui par rapport à ce qu'on pourrait attendre et ce que le scientifique est en devoir de délivrer auprès de la communauté civile. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour vos contributions, interventions. Ma question porte sur le premier point, donc pas forcément sur l'intelligence artificielle, euh, mais plutôt sur la question de la place de la science, des gens qui font de la science, qui produisent de la connaissance scientifique spécialisée, pas forcément scientifique, dans le cas de la philosophie par exemple, dans la société, de l'impact que notre travail a sur la société. Moi, j'étudie de la philo, donc c'est une question qu'on se pose et qui n'a jamais de réponse. Bon. Euh, mais voilà. Et je formulerai ma question à partir de ce que Anne Lambert a dit. Mais je pense qu'il a été dit un peu pour tout le monde, enfin par tout le monde pendant la journée. C'est qu'on oppose souvent, je pense, c'est ce que vous aviez dit, ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, l'exigence à la transmission. Donc, c'est-à-dire soit on est très précis et on tombe dans un trou obscur de spécialistes, soit on est très clair et on arrive à transmettre, mais il y a quand même du compromis et on perd quelque chose de riche dans la production de la connaissance. Moi, j'étudie Derrida, donc Derrida a été très accusé d'obscurité, manque de clarté intentionnelle. Voilà, il voulait, je sais pas ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait faire, mais qu'il était, voilà, cette personne qui voulait tromper les gens avec des jeux de mots. Moi, par contre, je trouve qu'elle est très précise, évidemment, parti pris. Mais ma question, ce serait quelque chose comme, est-ce qu'on est obligé de penser les choses comme ça, c'est-à-dire avec cette corrélation entre exigence et transmission, où la transmission est inverse, enfin, est en proportion inverse à l'exigence, ou peut-on peut-être, je me pose cette question, je me pose cette question en tant que jeune professeur, enfin, même pas maître conférence, vacataire, euh, où souvent on me dit à la fac, non mais ça c'est très compliqué, vous pouvez pas faire ça,
c'est un classique. Euh, nous peut-on peut-être essayer d'imaginer une transmission de l'exigence? Je sais pas ce que ça veut dire, c'est une vraie question. J'ai pas de réponse et je me vois confronté à ça toutes les semaines, lundi matin, à la fac. Merci. Oui, de même, je dirais, c'est la même chose en philosophie, c'est-à-dire que c'est justement parce que c'est compliqué qu'il faut essayer d'être clair et d'être simple. Et en fait, comme disait Christophe Goupil tout à l'heure, c'est difficile d'être simple. C'est difficile d'être clair, en fait. Et moi, enfin, il faut pas du tout renoncer à enseigner la complexité, sans quoi on n'enseigne plus rien. Mais par contre, il faut travailler pour la rendre compréhensible et intelligible. Et ça, c'est tout notre travail. Et donc, pour moi, quand on vous dit n'enseignez pas ça, c'est trop compliqué, ça veut simplement dire j'ai là un peu la flemme de travailler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dirais, voilà, ça, c'est très important. Et après, sur la question, et en particulier pour Derrida, ce qui est difficile avec Derrida, moi, j'ai beaucoup de mal à enseigner Derrida, je l'enseigne quasiment pas, parce que pour comprendre bien Derrida, il faut bien comprendre Husserl, il faut bien comprendre Heidegger, il faut bien comprendre Freud, etc. Et plein d'autres. Et moi, je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est qu'on croit que ces penseurs soi-disant postmodernes, post-structuralistes, etc., jargonnent. En fait, non, ce qui est difficile, c'est que pour arriver à leur niveau, il faut déjà avoir lu et compris beaucoup de choses et c'est ça l'enjeu, c'est comment on transmet ces textes aujourd'hui quand justement, bah, en fait, on est en permanence confronté à des notifications sur les réseaux sociaux, etc. Bon. Et après, simplement, pour répondre à monsieur, enfin, ah, bah, j'arrête, mais je voulais juste dire, c'est la notion importante chez Bernard Stiegler pour répondre à votre question, c'est celle de recherche contributive. C'est redonner un horizon à la science, c'est faire de la recherche différemment, de manière transdisciplinaire bien sûr, mais aussi avec les citoyens. Et en particulier sur les problèmes qu'on aborde, les problèmes d'éducation, les problèmes de surexposition aux écrans, les problèmes voilà, d'algorithmes de recommandation qui manipulent les opinions. Bah, l'enjeu, c'est aussi de mettre les chercheurs en lien avec les citoyens, avec les acteurs économiques, avec les représentants politiques et de créer ces collectifs de recherche-là pour réorienter en fait la recherche scientifique et développement industriel. Je maintiens, je crois qu'il y a des gens qui savent et d'autres qui savent moins. Pour vous donner mon point de vue, la complexité, elle est indiscutable. Et être un grand enseignant est un art, c'est pour ça qu'il y en a très peu. Je crois que pour l'enseignement, vous avez intérêt à déjà voir à qui vous avez affaire, et à commencer par le blanc et le noir. Et ensuite, vous allez leur dire que dans votre vie, vous rencontrez que le gris. On peut avoir une grippe et avoir 18 ans et être en bonne santé. On peut avoir une grippe, avoir 50 ans et un sida et un lymphome traité. Et ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Mais si je commence à enseigner cette situation à l'étudiant, il ne comprendra rien. Mais si je commence par juste lui enseigner la grippe et qu'il a parfaitement assimilé la grippe, un peu plus tard, je pourrais lui enseigner la grippe chez le malade qui a un VIH et qui n'est pas traité. Donc je crois qu'il faut toujours commencer par les extrêmes, le blanc et le noir. Quand ça c'est maîtrisé, vous pouvez aller doucement et progressivement vers le gris. Oui, bon, il est temps de conclure, je crois. Peut-être on peut applaudir et remercier tous les... Avant de donner la parole à Isabelle Alfondari pour conclure, je souhaiterais qu'on applaudisse à nouveau à la même Isabelle Alfondari, très chaleureusement pour l'organisation et puis aussi les réflexions qui ont amené à cette journée formidable. Et à titre plus personnel, je voudrais te remercier très amicalement. Merci beaucoup. Je vais vous remercier. Je vais dire quand même que cette journée, ce collectif est né de 50 ans d'amitié. Voilà, on aura dit notre âge presque avec Vincent Robert. Donc, on finit comme ça. Je voudrais vous remercier tous, d'abord tous les participants à cette journée, remercier les intervenants, remercier les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, qui pour certaines ont suivi une partie ou la totalité des débats. Vous dire que moi je suis aussi ravie qu'on ait fini sur une note de dissensus. Je pense que c'est absolument capital, qu'il n'y ait pas que du consensus. Ce consensus-là, mou, est crevé. Donc, je pense que je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a entendu des choses très sombres et aussi des prédictions pessimistes. Mais je pense qu'il faut absolument pas renoncer et à se parler entre scientifiques, par-delà les barrières disciplinaires, et à parler et à se parler tous ensemble, parce que les scientifiques sont aussi des citoyens et parler aux citoyens, aux citoyennes. Et je pense que c'est très important d'avoir dit qu'il n'est pas question de perdre en complication, en complexité, et que ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on ne l'a pas bien expliqué, je pense, même dans des domaines très, très subtils. Voilà, je vous remercie infiniment.